Je n'ai pas le droit d'avoir de regrets parce que être arrivé là où je suis arrivé aujourd'hui, de là où je viens, c'est juste incroyable. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous prouver que venir de province, de région, ou ne pas avoir fait de grande école n'est pas un frein pour réussir et diriger une grande entreprise. Car c'est précisément le profil de mon invité d'aujourd'hui, le président du Crédit Mutuel, la 9e banque d'Europe. Originaire d'Alsace, ce ne sont pas les chiffres qui le passionnent tout de suite, mais le vélo. À son adolescence, il sillonne les championnats de France de cyclisme et les courses sur route comme sur piste. Mais c'est finalement vers le management et le commerce qu'on le retrouve après son bac. Il entre à 21 ans au Crédit Mutuel par la petite porte et évolue échelon par échelon jusqu'à atteindre la position de numéro 1 de l'entreprise. Sans délaisser néanmoins sa passion pour le vélo, puisqu'il combinera pendant un certain temps ses activités professionnelles avec son engagement associatif à la tête de la Fédération française de cyclisme, notamment lors de la célèbre affaire Festina. Le temps d'une pause, il nous ouvre les coulisses de son parcours, atypique en évoquant ses origines, les enjeux de son poste et son évolution dans le monde sportif. Bonjour Daniel Ball. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Je vais bien, je suis ravi d'être ici. Moi je suis content de t'avoir. Donc je le disais en introduction, on va y revenir dans un instant. Tu as réussi sans diplôme prestigieux, je ne devrais pas dire ça parce que tu as quand même fait des études. Tes parents ne seraient pas contents s'ils m'entendaient dire ça, mais pas forcément les études qui amènent à être président d'une des plus grandes banques mondiales, donc c'est ça que je veux dire par là, sans un grand réseau. Tu viens de Strasbourg, tu es d'une famille modeste, classe moyenne, 3 sœurs, avec un drame familial quand tu perds ta maman très jeune. Oui, j'ai perdu ma maman, j'avais 4 ans. Je pense que ça m'a profondément marqué, je pense que je le ressens encore parfois aujourd'hui. Mon père s'est remarié ensuite et c'était bien parce que j'ai retrouvé une maman et je pense qu'un garçon, surtout, a besoin d'une maman pour pouvoir bien grandir. Merci de partager ça. Tu grandis sans réseau ? Mes réseaux sont essentiellement dans le sport parce que très, très rapidement, je m'oriente vers le sport. J'avais un seul rêve, c'est de devenir champion cycliste. Tu as ta première licence de coureur à 14 ans, tu commences à courir 1, 2 et là, tu gagnes de plus en plus de courses. Non, j'en ai quand même pas gagné beaucoup. J'ai 9 victoires. C'est quand même pas mal. Oui, sur route, sur route, et sur piste, une vingtaine. Oui, sur piste, j'en ai gagné davantage. C'est plus que d'autres, on va dire. Oui, mais sans doute, certains n'ont jamais connu la joie de la victoire. Et la plupart du temps, tu sais, c'est ça le problème. C'est que la joie de la victoire, c'est juste des moments extraordinaires. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Tu vas être sélectionné pour les championnats de France ? Oui, j'ai disputé plusieurs championnats de France sur piste. J'ai disputé également des championnats de France sur route, mais là, c'était en universitaire. Et j'ai disputé avec le maillot de l'équipe d'Alsace des grandes courses qui n'existent plus aujourd'hui malheureusement, mais où j'étais confronté aux meilleurs coureurs français, même européens. J'étais lucide, je comprenais qu'à 19 ans que j'étais un bon coureur. D'ailleurs, la première saison que j'avais fait parmi l'élite régionale, j'avais eu de bons résultats. Mais j'ai compris que j'aurais des limites. Et en plus, à cette époque-là, j'avais quelques problèmes d'hypertension artérielle. Donc, c'était quand même pas l'idéal pour être coureur cycliste de très haut niveau. Mais je me suis alors intéressé aux autres, tout simplement. Et je suis devenu dirigeant à 18 ans. À 18 ans, dans mon club, qui était l'association cycliste de Lauterbourg à l'époque. Et nous avons réalisé une espèce de coup d'État. En assemblée générale du club, parce que nous n'étions plus satisfaits de la manière dont les dirigeants menaient la barque. Les coureurs, on avait évidemment la majorité des voix, donc on a débarqué l'équipe de dirigeants. Et on s'est fait élire à leur place. Et c'est un de mes amis, Jean-Jacques Tchepet, qui est encore un ami aujourd'hui, qui est devenu président. Moi, je suis devenu à la fois secrétaire et trésorier. Et notre plan était d'assurer juste une transition et de chercher d'autres dirigeants pour prendre le relais. Plus apte que l'équipe dirigeante. Oui, plus apte, mais aussi plus apte que nous, puisqu'on avait encore envie de faire de la compétition.
Et finalement, tout le monde est arrivé à s'en sortir. On a eu de nouveaux dirigeants. Et puis moi, je suis resté scotché comme secrétaire et trésorier. Bon, lorsqu'on connaît la vie associative, on sait que c'est souvent beaucoup de boulot. Et c'est ce qui m'a amené très vite à passer de l'un à l'autre. On va reparler dans quelques temps de tes années président de la Fédération française de cyclisme, mais on va revenir à ta jeunesse. Tu as ton bac en poche, tu diriges vers un BTS commerce et distribution à ce moment-là. Tu continues avec un master en management au sein de l'EDC, l'école des cadres, qui a changé de nom d'ailleurs, ou c'était... Oui, elle a changé de nom. Elle a changé de nom depuis. Et donc là, tu t'en vas plus loin des pistes et des routes. Comment tu rêves à ton avenir à ce moment-là? Tu avais déjà une vision ou pas? Un petit retour sur l'époque où j'étais en 3e. Pourquoi ? Parce qu'en 3e, j'ai vu un conseiller d'orientation. Et donc, le conseiller d'orientation me demande qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier, au-delà de faire du sport. Et je lui dis, j'ai un rêve, être journaliste. Et notamment, je me voyais bien avec un micro. Avec un micro plutôt. Avec un micro, ouais, ça me plaisait plutôt bien. Et réponse du conseiller d'orientation, non, surtout pas. Le métier de journaliste, c'est qu'on m'embaucher, il n'y a absolument pas de débouché. Donc, j'étais avec mon père d'ailleurs lors de cet entretien, et il me dit, écoute, tu peux pas faire ça, il y a d'autres métiers. Bon. Donc j'ai abandonné ça, puisqu'on m'a dit qu'il n'y a pas de piste. J'ai quand même un peu été journaliste dans ma vie, parce que j'ai été correspondant de presse des dernières nouvelles d'Alsace pendant quelques années. J'écrivais des articles sur le sport, donc je m'y suis un peu donné. Puis, lorsque j'ai eu des fonctions, il m'est arrivé d'écrire pas mal d'éditos, donc voilà, donc j'ai quand même pu un peu le faire. Ensuite, lorsque je suis au niveau du bac et de ce qui vient après, des études dans le domaine de l'économie, ça me semblait assez intéressant, parce que j'avais également un vrai intérêt pour les questions économiques. Par exemple, je lisais Le Monde que le mardi, parce que c'était le monde de l'économie, parce que ce sujet-là m'intéressait. Pourquoi il t'intéressait ? Il y avait une raison. Pourquoi l'économie m'intéressait ? Peut-être par... Sur l'école, c'est tes parents qui t'en parlaient ? Non, alors là, vraiment, c'était pas du tout un sujet avec mes parents. C'est venu parce qu'il me semblait que les questions économiques sont quand même fondamentales pour un développement d'une entreprise, d'un pays. Et mais t'avais déjà ça quand t'as 22 ans ? T'as déjà cette pensée ? C'est pas déjà, il faut trouver un bon boulot, même à 20 ans, je l'avais... Pour toi, t'avais déjà une vision qui était plus macro que micro ? Oui, sans doute. Et donc les études que j'ai menées étaient quand même à vocation économique et financière. Je suis en Alsace. En Alsace, il y a une entreprise qui vraiment a une réputation exceptionnelle, c'est le Crédit Mutuel. J'ai eu la chance de pouvoir faire des stages d'été au Crédit Mutuel. Quand tu les as eus, ces stages ? Tout simplement par le président du comité régional de cyclisme de l'époque, donc je lui ai succédé quelques années plus tard, qui travaillait au Crédit Mutuel, qui avait un poste d'encadrement de haut niveau, et qui t'avait vu, et puis qui m'avait à la bonne et qui m'avait permis d'avoir ce stage. Donc effectivement, la réseau, on parlait tout à l'heure de réseau du sport, c'est le réseau du sport qui m'a permis de rentrer. Et donc j'étais un peu connu au Crédit Mutuel. Et lorsque j'ai ma dernière année d'études, je devais faire un stage d'études de 3 mois. Et je l'ai fait à l'époque au service des engagements au Crédit Mutuel, au siège à Strasbourg. À la fin de ce stage, mon maître de stage, qui était René d'Angèle, qui était le chef du service, qui est devenu ensuite un cadre dirigeant important, et auquel j'ai d'ailleurs plusieurs fois succédé ensuite dans la carrière, m'avait dit, mais écoutez, lorsque vous aurez fini vos études, si cela vous intéresse, nous pourrions peut-être vous embaucher. Ce qui fait qu'à la fin de mes études, j'ai envoyé un seul CV. Ça n'écoutez pas les gens qui nous écoutent. J'ai eu un seul entretien d'embauche avec le DRH de l'époque, la Banque fédérative du Crédit Mutuel, en 1979. Et j'ai été embauché. Tu as pris quelques années, on va en parler, pas ces périodes de cyclisme, mais en particulier après quand tu as travaillé pour une organisation que j'aime beaucoup qui s'appelle la Maurice Sport Organisation, qui est l'organisation qui est derrière le Tour de France et plein d'autres choses. Mais à part ça, toute ta vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui a été
auprès de ce grand groupe mutualiste qui est le Crédit Mutuel. Tu penses que c'est encore faisable aujourd'hui de construire à 20 ans et d'y être 30 ou 40 ans après, la même entreprise ? 40 ans après, et c'est mon cas, c'est vraiment incroyable. Mais lorsque je suis entré... Vous êtes nombreux comme ça ? On n'est pas nombreux, mais j'ai d'autres collègues qui sont notamment directeurs généraux de fédération. Mon directeur général actuel dans la fédération du Crédit Mutuel Centre-Est Europe que je préside est entré au Crédit Mutuel, au guichet, dans une caisse de Crédit Mutuel près d'Agneaux. Et il est aujourd'hui directeur général. Donc c'est possible. Alors c'est peut-être plus compliqué en 2024 que ce ne l'était dans les années 80 et 90. Mais de toute manière, le Crédit Mutuel reste, et j'y veille aujourd'hui, très attaché à permettre la promotion interne. Ça, c'est une force, parce que le Crédit Mutuel, c'est une entreprise dans laquelle la culture de l'entreprise est extrêmement forte. Et la culture de l'entreprise, ça signifie évidemment qu'on grandisse dans l'entreprise. Ce qui ne veut pas dire que la culture doive nous paralyser. C'est pour ça que, de temps à autre, et j'y suis très favorable, il faut également faire venir des talents d'ailleurs. On parle de banque mutualiste. On sent, quand tu parles du Crédit Mutuel, déjà le terme mutuel, c'est une terminologie différente. On sent qu'il y a une culture forte. Est-ce que tu peux nous expliquer à tous ici, ce qui est aujourd'hui une banque mutualiste ? Dans ma vision, une banque mutualiste, c'est d'abord une banque qui accompagne au mieux, tout simplement, ses sociétaires et clients, tout simplement en n'ayant pas la pression ni du temps ni de la rentabilité immédiate. Bon, nous sommes une banque très rentable. Oui, c'est étonnant que tu dis ça, parce que rappelle-moi votre rentabilité. Le groupe a dégagé 4 milliards de résultats en 2023, mais c'est tout simplement le fruit de notre efficacité opérationnelle. On n'a pas de contraintes du court terme, ce qui nous permet de travailler sur le long terme, tout simplement. Ensuite, notre vision est quand même d'être proche du terrain, d'être une banque des territoires, d'être vraiment en proximité. Le résultat est nécessaire parce que le résultat nous permet de nous développer et le résultat nous permet également d'être solidaire. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, le Crédit Mutuel est une banque très solidaire, tant en interne qu'en externe. Tu parles de sociétaire, c'est important aussi, c'est des terminologies qui sont utilisées dans le monde mutualiste. Là, je suis ici, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un sociétaire et un actionnaire pour vous ? Oui, un sociétaire, c'est un coopérateur, puisque chaque caisse de crédit mutuel chez nous est une coopérative. Donc, on peut utiliser le terme sociétaire, on peut utiliser le terme coopérateur, on pourrait utiliser le terme de membre. Donc, ça veut dire qu'il est membre de la coopérative. Ça se matérialise, parce que les choses doivent se matérialiser par la souscription d'une part sociale, mais la part sociale est à 15 €. Et à partir de là, je fais partie de la communauté des presque 9 millions de sociétaires du Crédit Mutuel aujourd'hui. Le modèle existe par exemple aux États-Unis, on appelle ça les credit unions, il se développe peu. Les credit unions en Grande-Bretagne n'existent plus. Parce que du temps de l'hyper-libéralisme de Margaret Thatcher, les credit unions, c'est-à-dire les banques coopératives, ont été tuées. Donc c'est quand même une force qu'en France, on puisse avoir ce modèle. Tu continues à grandir au Crédit Mutuel, on le voit, tu avances, mais tu as du mal quand même à rester éloigné, tu disais tout à l'heure, du monde du cyclisme. On a bien senti que c'est quand même une piqûre pour toi, donc tu es là. Tu rejoins la Fédération française de cyclisme en 85, en tant que président du comité d'Alsace, puis tu deviens trésorier général, alors ça ne va pas nous étonner, des gens qui écoutent, voilà, on parle de beaucoup de banques, donc trésorier général de la Fédération française de cyclisme en 1989. Ça a toujours été important pour toi de donner une partie de ton temps et de ton talent pour des causes qui sont importantes pour toi ? J'ai donné, mais j'ai aussi reçu. Alors moi, je vais être très, très, très clair. Dans mon engagement de bénévolat associatif, j'ai évidemment beaucoup donné, j'ai beaucoup consacré, j'ai donné beaucoup de temps. Mais j'ai également reçu, parce que les satisfactions que l'on obtient quand les événements qu'on organise sont réussis, les satisfactions qu'on obtient parce que les coureurs que l'on encadre ont de belles performances, ça également c'est très très positif. Donc quand on est bénévole, évidemment on s'engage, mais il faut toujours le faire. Je pense que si on le fait en disant juste qu'on donne, non, c'est pas possible. On reçoit aussi.
J'ai vraiment la conviction que l'échange que l'on a, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement. J'ai visité, quand j'étais président de la Fédération française de cyclisme, j'ai été dans toutes les régions de France. Bon, parce que mon appétence pour aller sur le terrain a toujours été extrêmement forte. Et que ce soit dans la banque ou que ce soit dans le cyclisme, je ne me voyais pas être simplement dans un bureau, mais je me voyais beaucoup plus sur le terrain. Et j'ai découvert de très belles régions, des femmes et des hommes remarquables partout. Tu pensais qu'un jour tu pourrais être numéro 1 de cette grande maison ? Non. Jamais. Franchement, j'y pensais pas du tout. Parce que c'était inimaginable ? Mais parce que, non, c'était très loin de ce que je faisais à l'époque. J'étais... en 2000, j'étais directeur de caisse de crédit mutuel, ce qui est déjà un formidable métier, ce qui est souvent l'aboutissement de carrière pour beaucoup. Je cumulais cette fonction avec mes fonctions bénévoles au niveau national et international, puisque j'étais également impliqué au niveau international. Non, je n'avais pas cette vision de devenir à ce moment-là, même directeur général. Cela n'est venu chez moi que après ma courte expérience en dehors du groupe, lorsque j'étais chez Amaury Sport Organisation. Et là, tout simplement, j'ai eu la chance de tomber sur un dirigeant exceptionnel qui était Michel Lucas, qui était le directeur général du groupe à l'époque. Pendant que j'étais président de la Fédération française de cyclisme, il avait toujours un œil sur moi. Et il m'avait accordé une faveur qu'il n'accordait à quasiment personne. C'était que je puisse travailler à temps partiel. J'avais obtenu un 80%, ce qui était utile, mais je crois que je faisais toujours mon boulot complètement parce que mon poste n'avait pas du tout été réduit dans son envergure quand on est directeur de caisse de crédit mutuel. 5 jours sur 4 jours, c'est pas mal. Je faisais 4 jours et 4 jours parce que ma semaine, elle avait bien 8 jours, effectivement. Et il avait accepté ça, et un jour, il m'avait dit j'aime pas ce que vous faites, mais peut-être qu'un jour, ça vous servira. C'était quelqu'un qui était extrêmement cash, et lorsque j'étais directeur adjoint du Tour de France, lorsqu'il a vu que finalement, j'étais pas très bien là-bas, ça s'est vu parce que, notamment, il y avait un jour une interview de moi dans les dernières nouvelles d'Alsace, puis des commentaires qui faisaient voir que j'étais pas forcément... il m'a envoyé un émissaire, il n'est pas venu lui-même parce qu'il ne pouvait pas le faire lui-même, en disant, tiens, ce serait peut-être pas mal de reprendre des fonctions au Crédit Mutuel. Et lorsque j'ai quitté le Tour de France fin 2003, il m'a fait venir dans son bureau à Paris, il m'a dit, vous avez compris que d'autres voies sont possibles, mais vous êtes quand même mieux au Crédit Mutuel. Je dis oui, je l'entends bien. J'aimerais que vous reveniez, mais je veux plus que vous soyez en Alsace, parce que jusqu'à présent, j'avais fait toute ma carrière en Alsace. J'ai besoin de vous ailleurs. Je dis, écoutez, monsieur Lucas, vous avez besoin de moi où ? À Paris. Écoutez, Paris, c'est pas un sujet, on va le faire. Et c'est là que, 6 mois plus tard, je suis devenu directeur général du Crédit Mutuel Île-de-France. Mais à ce moment-là, j'avais aucune vision sur la direction générale du groupe ou la présidence du groupe. Mais là, tu commences à prendre une fonction encore plus importante, centrale, à Paris, et donc on est en 2004. Mais juste avant d'arriver à là, on entend dans ce que tu dis, c'est que tu as quand même énormément travaillé, c'est que tu devais, à un moment ou à un autre, faire beaucoup de choses. C'était ta décision de prendre cette fédération, le travail dans la fédération. Et comment t'es arrivé à gérer tout ça ? À nouveau, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que t'as sacrifié des choses ? Est-ce que t'as passé moins de temps en famille ? Est-ce que c'est des choses que tu as regrettées ? Comment ça se passe à ce moment-là, quand tu as autant de choses à créer, à faire ? Oui, on peut le regretter. J'ai sans doute pas vu assez ma fille grandir, c'est certain. C'est pas moi qui en ai souffert, mais ma famille a souffert. Ça, je le sais aujourd'hui, bien évidemment. J'avais 2 jobs, en fait. Tu les écoutais pas quand ton épouse te disait ou Non, j'écoutais pas parce que j'étais dans mon truc, ta construction. parce que ce que je faisais me passionnait. C'était peut-être même un peu égoïste de ce point de vue. Mais ma carrière professionnelle, elle continue à avancer, mais elle avançait sans doute moins vite qu'elle n'aurait avancé si j'avais pas eu d'engagement dans le cyclisme. Mais en même temps,
les expériences que j'ai eues dans le cyclisme, j'ai la conviction qu'ensuite, elles m'ont très, très largement servi. Et donc, quand on est à la fois président d'une fédération et qu'on a une activité professionnelle, même si j'étais à 80%, on a en réalité 2 jobs. Parce que la Fédération française de cyclisme, c'était pas une fédération, ce n'est encore pas aujourd'hui une fédération structurée comme peut être la Fédération française de football ou de tennis, avec un staff nombreux, avec un directeur général. Quand j'étais président, j'étais en même temps le chef de l'entreprise, une entreprise de 50 salariés, donc ça mobilisait vraiment beaucoup. On va parler de cette période fédération, mais on va commencer par une pause amicale et on allait discuter avec un vieil ami alsacien, un ancien chef d'entreprise, et tu vas voir qui t'a succédé à la présidence de la Ligue d'Alsace de cyclisme. On écoute. Oui, Daniel, salut, c'est Maurice. Écoute, ma question est simple. En 1988, tu étais encore président du comité régional. On a déjeuné à midi avec 2 personnes dans une pizzeria près de la place d'Austerlitz à Strasbourg. Et donc, avec qui et à quel sujet? Voilà ma question. Salut Daniel. Est-ce que c'était Thomas Davy et son père ? Parce qu'en fait, comme les gens disent de toi que tu as une mémoire d'éléphant... J'ai une bonne mémoire, mais là... mais ça peut être ça. Ça peut être ça parce que je me souviens que Maurice Keller était en contact avec Thomas Davy, qui était toulousain, et qui venait faire STAPS à Strasbourg et qui cherchait un club. Et bien lui en a pris puisque Thomas Davy est devenu sous les couleurs de l'Alsace, ensuite champion de France amateur. Et c'est un très beau souvenir pour Maurice et pour moi. Merci Maurice pour ta question. En 1993, donc tu es élu à la quasi-unanimité, alors j'aime bien le quasi-unanimité, c'est quasiment soviétique, des membres du comité directeur comme président de la Fédération française de cyclisme. Ce qui est important, c'est que là, tu es le plus jeune, jamais élu, parce que tu as 36 Je suis le plus jeune, ouais. Président. Tu as une réaction spécifique? C'est un pas très, très important, puisque, à un moment, j'ai aussi eu la volonté de devenir président, parce qu'on ne le devient pas par hasard, et je l'ai vraiment fait dans la suite d'un engagement que j'avais eu. J'avais été président de la Ligue d'Alsace pendant 8 ans, trésorier général, tu l'as rappelé, pendant 4 ans. J'avais été déjà candidat à la présidence 4 années avant, et j'avais été battu d'une courte tête par François Alaphilippe, avec qui ensuite j'ai fait une très belle équipe, et je me suis très très bien entendu avec lui. Et puis lorsqu'il m'avait dit Daniel, moi je ne fais pas un 2e mandat, je pense que logiquement c'est à toi de prendre le relais. J'ai dit écoute, oui. Et très rapidement les autres membres du bureau fédéral, notamment les vice-présidents, m'ont dit c'est à ton tour d'y aller. Évidemment, j'étais jeune, mais enfin j'ai été un peu moins jeune que 4 ans auparavant. Et pour moi, le vrai sujet, c'était comment j'allais combiner mon activité professionnelle et la fonction de président. Et c'est là que j'ai eu la chance d'avoir mon directeur général de l'époque au Crédit Mutuel, Michel Lucas, qui m'a dit j'aime pas trop ce que vous faites, mais malgré tout, je vous donne un temps partiel. J'aime le temps partiel, c'est quand même 4 jours sur 5, donc c'est un petit temps partiel. Et quand tu sais qu'une fédération, là, il se passer quelque chose d'important, d'essentiel, dans ta présidence, mais aussi dans le monde du sport. Certainement, du monde contemporain, la plus grande affaire de dopage. On est en 1998, je crois que c'est le 8 juillet, toi qui connais bien les dates, un passage de frontière, le soigneur se retrouve arrêté par la maréchaussée et on trouve dans sa voiture des centaines et centaines de produits qui sont très clairement identifiés comme dopants. Comment tu es au courant de ça? C'est la télé, c'est le journaliste, c'est quelqu'un du Tour qui t'appelle en disant est-ce que vous vous rendez compte à quel point le monde sera plus différent après? Comment j'apprends les choses? Je suis au volant de ma voiture entre mon domicile dans la banlieue de Mulhouse et l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Et France Info donne l'info que ce soigneur que je connaissais au moins de nom avait été arrêté. Et là, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je prends l'avion de Mulhouse à Paris parce que j'allais à Dublin pour le départ du Tour de France. Qui était donné à Dublin. Voilà.
Et donc, en sortant de l'avion à Paris, j'essaye d'avoir quelques informations complémentaires. Et je comprends que manifestement, c'est un coup qui va être assez compliqué. Dans l'avion, j'avais pris l'avion privé affrété par ASO pour emmener un certain nombre d'invités au départ du Tour de France. Je rencontre l'avocat de la Fédération française de cyclisme, qui était Maître Mauriac. Et donc, ça me permet tout de suite d'échanger, et puis, puisqu'il connaissait les sujets. Donc, je me rendais compte, à ce moment-là, qu'une affaire importante arrive. J'arrive à Dublin. C'est Thomas Davy qui me prend en charge à l'aéroport. Donc, Thomas, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, à ce moment-là, était devenu chauffeur sur le Tour de France, et qui m'en dit un peu plus. Et puis dès que j'arrive sur les lieux, dès que j'arrive sur le village du Tour, je rencontre Marie-Georges Buffet, qui était à l'époque ministre de la Jeunesse et des Sports. Et donc on s'est isolé, et puis elle m'a dit ce qu'elle savait, et moi j'ai dit ce que je savais. En fait, je savais pas grand-chose. Et c'est là que, pour moi, l'affaire Festina a commencé. C'est-à-dire, entre le matin 5h où je me suis levé, où je m'attendais à rien, et là, il devait être 14h à Dublin, complètement, les choses avaient changé. Bon, c'était le jour du prologue. J'avais pas eu l'occasion de parler avec des coureurs, parce que à ce moment-là, les coureurs viennent au départ, puis repartent à leur hôtel. Et bon, ça a vraiment pris une ampleur très, très importante. Le lendemain matin, je rencontre Richard Virenque, puisque très rapidement, c'est l'équipe Festina qui est visée. Je rencontre Richard Virenque, et je m'en souviendrai toujours, porteur du maillot des Bleus de foot, puisque c'était le jour de la finale. La finale se jouait le soir. Et qui vient me voir vraiment en état d'excitation énorme, me disant « Président, on n'y est pour rien, on n'est absolument pas coupable, attention à ce que vous pouvez dire, etc. etc. » Je l'entends, je dis « Écoute, Richard, pour l'instant, j'ai pas fait de déclaration, je dis simplement que ce qui s'est passé est grave, et que ça va amener à se poser de vraies questions, d'autant plus que j'étais très engagé à l'époque dans la lutte contre le dopage, et ça, tout le monde le savait, et donc que finalement l'affaire me pète dans la figure, parce que j'ai quand même considéré ça comme ça, alors que mes positions contre le dopage étaient connues, c'était un petit peu compliqué à vivre. Donc ça a été aussi un élément, puisque tu es mis en examen, donc ça pour toi ça c'est bien plus tard. Bien sûr. Je suis mis en examen le 1er avril 1999. Oui. Mais c'est vrai que donc c'est l'année d'après, mais mon point c'est que cette affaire-là va durer sur le temps, va durer pour toi, parce qu'il y a eu énormément après de conséquences de cette affaire-là, cette mise en examen, évidemment non-lieu. Oui, j'ai eu un non-lieu très rapidement. Précisons-le. Oui, absolument. C'était important pour moi. Mais évidemment, c'est important pour toi, mais tu te retrouves, toi tu as une position forte, mais revenons à ce moment-là. Les gens qui suivaient le cyclisme à l'époque voyaient des choses anormales arriver. Toi, qui es amoureux du sport, qui viens de là, toi-même, tu l'avais vu. Toi-même, c'était une évidence qu'il y avait des gens qui utilisaient des produits dopants et le reste. En fait, il y avait une omerta absolue, c'est ça ? Personne ne pouvait rien dire. En fait, jusqu'en 1993, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'accède à la présidence de la Fédération française du cyclisme, pour moi, le dopage existait, mais c'était du dopage artisanal. Qui devait exister dans le monde amateur. Je ne connaissais pas le monde du cyclisme professionnel jusqu'à ce que je devienne président. Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que je devienne président et que ensuite seulement j'apprends à connaître le monde du cyclisme professionnel. Et donc en 93, évidemment, je suis dans l'enthousiasme, mais assez rapidement, je commence à me poser un certain nombre de questions. Et ces questions-là, tu les poses à qui à ce moment-là ? Je les pose... ça se pose, ces questions-là ? Directeur sportif ? Oui, je le pose au président de la Ligue, par exemple, qui était de la Ligue professionnelle, donc, qui était à l'époque Roger Leget. J'ai eu l'occasion d'en parler avec mon prédécesseur à la fédération, qui était François Lafilippe. Ils me disent, oui, sans doute qu'il y a des choses qui se passent. Mais eux-mêmes n'ont pas... non. Au fur et à mesure, je suis de plus en plus inquiet, et en 1996, je décide de vraiment mettre les pieds dans le plat. Parce que tu as parlé d'omerta, c'était une omerta.
Et en 96, donc c'était en octobre 1996, je crée une alliance avec Roger Leger, le président de la Ligue, mais aussi avec Jean-Marie Leblanc, le directeur du Tour de France à l'époque. Et nous faisons une lettre ouverte en disant « Il y a des choses qui se passent dans le cyclisme aujourd'hui qui sont inacceptables, qui sont dangereuses. » Et on adresse cette lettre à deux personnes, à Guy Dru, qui est à l'époque ministre de la Jeunesse et des Sports, et à Enver Bruggen, qui est président de l'Union cycliste internationale. Alors, il se passe quoi à ce moment-là ? Il se passe ce qui est arrivé nous après, en disant « Vous ne gagnez pas les Français, donc vous arrivez, vous dites que c'est par... » Parce que d'autres pays, parce que en gros, très souvent, c'était d'autres équipes qui gagnaient les courses, les Français gagnaient assez peu de courses, donc les gens disaient, vous vous plaignez en fait, travaillez. Tu sais, tu l'as eu souvent, ce retour-là. Ça, c'est venu plus tard. Et bon, on avait sans doute eu une expression malheureuse, et je pense que c'est notamment Roger Leger et moi qui avions eu cette expression malheureuse, où on parlait d'un cyclisme à deux vitesses, en disant que, puisque en France, et quand j'étais président, j'avais mis en place le suivi médical longitudinal contrôlé. Explique juste ce qu'est un suivi médical, c'est maintenant dans tous les sports. Oui, maintenant, c'est devenu le cas partout. Le problème du dopage dans ces années-là était l'utilisation de substances, et notamment le PO, qui ne se décelaient pas dans les contrôles antidopage habituels, qui étaient faits sur la base d'analyse d'urine, parce que ce produit n'était pas décelable. Et donc, c'est une méthode parallèle qui avait été trouvée, et sur laquelle j'avais eu la collaboration très, très franche d'un médecin qui s'appelait le docteur Armand Maigret, qui est malheureusement décédé entre-temps, et qui amenait à faire des analyses de sang, et de voir des analyses de sang dans le temps, parce que les marqueurs sanguins évoluer en fonction de l'utilisation ou non d'un certain nombre de substances. Donc on avait été obligé de le placer sur le plan de la santé, en disant que lorsqu'on a un taux d'hématocrite trop élevé, ça devenait dangereux de faire. Donc on a vraiment contourné les règles qui étaient assez strictes pour essayer de lutter contre le dopage. En France, on avait imposé ce suivi médical longitudinal contrôlé à tous les coureurs. Les coureurs professionnels comme les coureurs amateurs. Un certain nombre de coureurs professionnels qui étaient dans des équipes étrangères ne voulaient pas s'y plier. Ça a été l'objet de bras de fer assez compliqués à gérer. Et à un moment, on a dit, regardez ce qu'on a fait en France, et on souhaitait que ça soit fait partout, et on a utilisé cette expression de cyclisme à deux vitesses, qui nous a été reprochée. C'était sans doute une expression maladroite, parce que, on n'en sait rien, mais dans d'autres pays, on n'était peut-être pas non plus tous complètement dopés, donc voilà. Bon, ça a été un moment compliqué, ça a été un moment de bras de fer également avec la Fédération internationale, parce que nous voulions que la Fédération internationale aille plus vite et plus loin dans l'évolution des règles. Pourquoi ils n'avançaient pas aussi vite, tu sais ? Essentiellement, oui, pour des raisons de droit. Ce qu'on faisait était quand même... tu contournais un petit peu ça que tu disais. On contournait un petit peu, puisqu'on sortait de la réglementation strictement antidopage pour utiliser la santé. Or, la santé, ça ne se protège pas de la même manière que la lutte contre le dopage. C'est quoi ta réaction, ou tes réactions ? Ma réaction a été de vouloir défendre le sport, de défendre le cyclisme, et de le faire avancer. Je me souviens... C'était encore à Dublin que j'ai dû déclarer à un journaliste, là je crois qu'on est dans le mur, puisqu'on est dans le mur, il va falloir trouver des solutions. Et après ma mise en examen du 1er avril 99, j'avais pris une décision de mener une thérapie, et ma thérapie c'était d'écrire un livre, et j'avais titré le livre « Droit dans le mur » d'ailleurs. Donc non, j'ai cherché constamment pendant tout le Tour 98, et là effectivement c'est sans doute la période où je suis le plus apparu dans les médias, pendant toute la durée du Tour de France, toujours dans cette situation, oui, effectivement il y a un problème, mais on prend ce problème en considération. Nous avons déjà en France pris un certain nombre de mesures, il faut que partout cela se passe. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de l'évolution du Tour, l'idée qu'il faille aller plus loin dans la lutte contre le dopage s'imposait même au niveau d'un certain nombre de coureurs. J'étais pas présent sur le Tour pendant toute la durée, mais j'y suis allé quelques fois. Et des coureurs sont venus me dire « Oui, Président, vous avez raison, il faut qu'on avance sur ce sujet. » Tu évoques, d'ailleurs, dans une interview en 2000, que tu
on est il y a longtemps de ça, que tu dis, je ne sais pas si le dopage va pouvoir être éradiqué un jour. Tu le dis, très honnêtement, on disait ça tout à l'heure, tu es très direct, tu le dis. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui ? Dans ce domaine, et quand j'en parle en 2024, j'ai pas plus de certitude que lorsque j'en parlais en 1998. Je ne saurais pas affirmer qu'il n'y a plus de dopage dans le cyclisme, dans le sport. Mais c'est moins visible. Ou ce serait moins visible, c'était très visible en 98. En tout cas, les effets qui peuvent être ceux du dopage sont certainement moins visibles. Je me souviens quand même de coureurs qui ont été complètement transformés. L'exemple le plus flagrant, c'était Bjarne Riis, vainqueur du Tour de France 1996, qui monte Lourdes-Hautacam en vitesse supersonique, ouais. Alors que 3 ou 4 ans auparavant, c'était un coureur moyen qui était en difficulté dès qu'un col dépassait 3 km. Donc il avait été comment transfiguré. Donc là, on voyait vraiment que les choses n'étaient plus normales. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des exploits, que ce soit en cyclisme ou dans d'autres sports, on peut se poser des questions, et je m'en pose. Mais en même temps, je ne peux pas aujourd'hui, et je ne veux surtout pas affirmer que ces champions sont dédopés. Rien ne me permet de le dire. Tu disais aussi ces années-là, parce que tu voyais que le monde se déchaînait sur le cyclisme, et tu disais, sans jeter d'autres sports dans la fosse, tu disais, mais regardez aussi à côté. Toi ça aussi, à un moment, tu t'es dit, mais c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Et à un moment, tu t'es dit, regardez ce sport-là. Oui, je pense sincèrement que le cyclisme a payé pour les autres. Ça, c'est certain. Et que les autres sports ont eu un peu plus de temps pour s'adapter, pour mettre en œuvre un dispositif efficace, avant que le projecteur ne soit complètement sur lui. Et de ce point de vue, l'affaire Festina a une conséquence qui est quand même très importante, c'est que ça a amené une réaction au niveau international, et notamment la création de l'Agence mondiale antidopage, ce qui a permis d'avoir un cadre légal, qui concerne l'ensemble, légal, et qui concerne l'ensemble des sports dans ce domaine. Et notamment, ça a permis de faire des avancées par rapport à la non-détection de certains nombres de produits dans les contrôles antidopage traditionnels. Et aujourd'hui, le suivi auquel les athlètes de quasiment toutes les disciplines sont soumis, qui sont souvent des contrôles inopinés, y compris à 7h du matin lorsque tu te réveilles, ça a quand même amené à ce que sur le fond, les modalités, se doper devient beaucoup plus difficile. On a vu qu'il y a eu de nouvelles affaires, quasiment tous les ans, tous les 2 ans. Oui. Après, sur le Tour de France, il n'y en a plus, en tout cas beaucoup moins aujourd'hui, mais en tout cas on a vu que les années 2000, après ta présidence, ça a continué, plusieurs grands scandales ont eu lieu, certains d'ailleurs qui ont gagné le Tour de France ont été sortis. Armstrong notamment, c'est de lui dont on veut parler. Rasmussen après, il y en a eu d'autres, Puerto. Clairement, c'était la suite de ce qu'on avait encore connu en 98, jusqu'à ce que l'assainissement arrive. Et il a fallu effectivement du temps. Une décennie. Et d'ailleurs, finalement, j'étais souvent en opposition avec le président de l'Union cycliste internationale, Hein Verbruggen, et il me disait souvent, il faut donner du temps au temps. Daniel, tu veux aller trop vite. C'était côté sprinter qui revenait là. Oui, et puis j'étais un peu plus jeune que lui, donc mais finalement, quelque part, il avait raison. On parle de cette évolution, on dit qu'il y a une décennie pour que ça passe, tu vois, pour que ça s'arrête, que les gens qui ont l'habitude de ça se disent c'est plus comme ça qu'on va faire. L'évolution du Tour de France, toi, qui regardes ça avec du recul, toi qui as travaillé pour le Tour de France pendant 3 ans, pendant 2 ans, comment tu le vois, toi, 20 ans après ? Franchement, j'aime bien les tours tels qu'ils sont tracés aujourd'hui. Non, j'aime bien. C'est pas très. Je te connais plus. Je trouve que Christian Prudhomme a fait prendre au Tour de France des évolutions en étant moins, comment dirais-je, classique. Le tracé est exceptionnel. En ayant des tracés qui sont très différents d'une année à l'autre. Pendant longtemps, je me souviens, sur le Tour de France, c'était les grands équilibres. Il fallait les équilibres pour les sprinters, pour les rouleurs, pour les grimpeurs. Là, on se pose moins la question des grands équilibres. On essaye d'avoir un parcours qui soit spectaculaire, qui permette aux coureurs de s'exprimer. Et c'est vrai que ces derniers Tours de France ont toujours été très, très spectaculaires. Donc moi, je me régale sur le Tour de France.
Je te propose maintenant une autre pause amicale. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît très bien de te poser une question, à quelqu'un qui a vécu dans tes chaussures, on pourrait dire, quelques années après. On l'écoute. Cher Daniel, tu as été coureur cycliste amateur de haut niveau, tu as été président de ton comité régional d'Alsace de cyclisme, président de la Fédération française de cyclisme. Tu es toujours un passionné de notre sport, et je le sais. Tu as été élu au niveau européen, au niveau international. Dans tes fonctions, tu as également été de facto propriétaire d'une équipe cycliste avec l'équipe cycliste Cofidis qui appartient au groupe Crédit Mutuel. Et donc, quel regard le passionné de notre sport que tu es toujours porte sur le cyclisme? Merci à David de me poser cette question. Et je pense qu'il serait très déçu si je donnais une autre réponse que de dire je reste passionné et je trouve que ce sport cycliste a formidablement bien évolué. Puisque David me parle également du lien qu'il y a actuellement avec mon activité professionnelle, puisqu'effectivement Cofidis est une filiale du groupe Crédit Mutuel que je préside, je peux dire que pour Cofidis, le fait d'avoir une équipe cycliste est formidable. C'est formidable en interne, c'est formidable en externe pour la notoriété qu'apporte le sport cycliste. Et donc ça prouve que le sport cycliste est un sport de passion, mais c'est aussi un sport de raison. C'est un sport avec lequel on peut communiquer de manière très très positive. Aujourd'hui, la notoriété de Cofidis, elle est très largement due aux équipes cyclistes. Il y a une équipe cycliste professionnelle, il y a une équipe cycliste dames, il y a une équipe cycliste handisport, et c'est essentiel dans le fonctionnement du business. David Lapartien, donc je disais parce qu'il a été aussi président de la Fédération française de cyclisme, il est membre du CIO. Il est engagé, amoureux, comme toi, de ce sport, du sport au sens large, parce qu'aujourd'hui, il est président du Comité national olympique français. C'est quoi ta relation avec David ? Des relations de grand respect, je crois, réciproques. Et j'ai beaucoup d'admiration pour David. J'ai une admiration extraordinaire. Je me souviens... Quand je l'ai fait rentrer au comité directeur de la Fédération française de cyclisme, j'étais président, et les statuts prévoyaient qu'il fallait un jeune de moins de 26 ans. Et donc j'ai regardé dans mon entourage, et mon secrétaire général de l'époque me dit j'en connais un tout jeune commissaire de course là, qui est absolument brillant, qui parle parfaitement français et anglais. Et il m'a présenté David, et j'étais tout de suite très heureux de l'avoir avec moi comme jeune membre. Et ensuite, quand je vois son évolution, sa carrière, c'est formidable. Parce que tu as dit, Alexandre, qu'il est président de l'Union cycliste internationale et du Comité national olympique sportif français, membre du CIO. Mais en plus, il a une activité politique, puisqu'il est président du conseil départemental du Morbihan. Là, on arrive à la fin de ces années ASO, qui sont très rapides. Tu nous expliques que tu retournes au Crédit Mutuel. Il n'y a pas une volonté de voir autre chose? Pour tout dire. Oui, j'aime bien quand tu dis la vérité. Hein. Oui, non. Lorsque on a compris que je quitterais le Tour de France, et la rumeur circule, j'ai eu quelques propositions, et notamment d'une banque concurrente. Mutualiste? Oui. Voilà. Tu n'hésites pas? Sinon, l'histoire n'est pas... Mais bon, en même temps, j'avais la possibilité de revenir au Crédit Mutuel. Alors, est-ce que c'était par confort ? Peut-être un peu, parce que c'est toujours plus facile de revenir dans une maison qu'on connaît. Mais je crois que c'était surtout par conviction, parce que même si pendant 2 ans et 4 mois, oui, je suis très précis, tu vois, je suis très précis. J'avais quitté le Crédit Mutuel. J'y avais été bien avant, et je savais qu'il y avait encore de belles choses à écrire. Et avoir la confiance du directeur général de l'époque, c'était quand même important. Et d'ailleurs, je savais que si je revenais, il ne faudrait surtout pas que je trahisse cette confiance. Donc les années passent, tu viens déjà adjoint de la Confédération nationale du Crédit Mutuel en 2010, puis du CIC, 2015, directeur général de la Caisse centrale du Crédit Mutuel. On voit que tu continues à faire évoluer, vous êtes très bon, d'ailleurs, dans certains grands groupes, à trouver les talents et les faire évoluer pour ne pas les faire rester 10 ans au même endroit. Donc, tu apprends à évoluer tous 2 ans, tous les 3 ans. Et puis, tu es nommé à l'unanimité directeur général du groupe en 2017, président en 2024. Là, il se passe des choses quand même neuves dans le monde dans lequel nous vivons, quand, avec Nicolas, en tant que président, toi en tant que directeur général, vous décidez que le Crédit Mutuel
doit porter un message auprès du plus grand nombre. Et là, vous devenez société à mission, donc ça c'est aussi un point essentiel, on est en 2020, et vous ne dites pas uniquement c'est bien de dire des choses, on va être marqué. Et notre marque, ça va être société à mission d'abord, et puis après ça a évolué vers le dividende sociétal qui est là aussi un point essentiel. Avant d'arriver sur le dividende sociétal, toi quand t'entends parler au même moment que vous, un Larry Fink, donc Larry Fink c'est le président directeur général de BlackRock, qui est certainement le plus grand. L'asset manager, c'est celui qui gère l'argent le plus important en termes de milliards ou de milliards sous gestion, de centaines de milliards, qui dit que les profits et l'impact sont indissociables. Ça, c'est quelque chose qui est évident pour une banque mutualiste. Quand tu entends ce type de président dire quelque chose d'assez similaire, tu dis, tant mieux, ça tombe bien qu'on ne soit pas les seuls à le penser. Tu dis, c'est un usurpateur absolu. Tu dis, tiens, j'aimerais bien avoir une discussion avec lui parce que j'aimerais bien voir si on partage vraiment les mêmes... Comment tu vis ça ? Non, mais ce qu'il dit est juste, et je crois que ce qu'il exprime, tous les dirigeants d'entreprise devraient le comprendre. Et aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Évidemment, quand on a sa position, c'est relativement... C'est fort de le dire, et ce message porte. Après, dans la pratique quotidienne, il y a peut-être des écarts. L'alignement. Voilà, l'alignement est peut-être un petit peu plus compliqué. Pour une banque coopérative mutualiste, ne pas porter un tel message aujourd'hui serait incompréhensible. Le client sera de plus en plus sensible à la démarche de l'entreprise. Ça, c'est vraiment aussi une conviction que j'ai. On ne peut, je répète, une entreprise ne peut pas aller bien dans un monde qui va mal, et une entreprise doit aider le monde à aller mieux. Et c'est vraiment la démarche que nous avons. Lorsqu'on a décidé de créer le dividende sociétal, de consacrer 15% chaque année de notre résultat à des investissements de nature environnementale, solidaire, c'est vraiment la démarche que nous faisons. Alors là, on va s'arrêter 2 secondes là-dessus. C'est 15% de même plus de 4 milliards de bénéfices, de résultats nets, ne vont donc pas revenir directement dans les bourses pour faire votre développement, mais vous avez décidé que cet argent-là doit repartir dans des sociétés, dans des projets qui vont être donc positifs par rapport à votre définition de cette division sociétale. Donc ça s'appelle le dividende sociétal. Assez peu de grandes entreprises ont suivi, le même jour que vous, une entreprise qu'on aime beaucoup qui s'appelle la Maïf, l'a sortie également. Pascal Desmurger l'a sortie à ce moment-là. Absolument. 10% du résultat. Exactement, donc un peu différent, mais avec des montants aussi conséquents. Toi, tu penses que c'est... déjà, qu'est-ce que ça vous a apporté en interne? Est-ce qu'il y a une fierté absolue? Tu me parlais de culture d'entreprise tout à l'heure. Est-ce que d'autres gens sont venus voir en disant juste « Vous déconnez les gars, vous allez nous faire la même chose ?» Raconte-nous comment ça se passe les jours d'après. On fait notre annonce du dividende sociétal de 15% du résultat le 5 janvier 2023. Dans les jours après, on avait beaucoup de cérémonies de vœux. Et le nombre de collaboratrices et de collaborateurs qui sont venus me voir, Nicolas, Thierry, et qui sont venus me voir moi-même pour nous dire leur fierté par rapport à ce que nous venions d'annoncer, c'était impressionnant. Et aujourd'hui encore, dans l'entreprise, on nous parle régulièrement de nos engagements sociétaux. Être entreprise à mission, c'est devenu quelque chose de quotidien dans l'entreprise, alors que c'est un concept très vague à l'origine. Et nous avons su l'illustrer, notamment avec ce dividende sociétal. C'est évidemment pas la seule manière pour nous d'agir en qualité d'entreprise à mission, mais nous sommes allés là au bout de notre démarche. 15% du résultat qui n'est pas simplement mis en fonds propres, mais qui est affecté à du financement, d'investissement d'entreprises pour aller plus loin dans le domaine environnemental ou dans le domaine sociétal. Ce n'est pas soyons clairs, ce n'est pas des donations ici, c'est bien un investissement. Donc il y a une partie qui est en investissement, comme tu le dis fort justement. Donc ça c'est un premier volet. Donc là c'est vraiment de l'investissement, comme on pourrait le faire si on investit des fonds propres autres. Sauf que là la seule chose qu'on recherche, c'est l'investissement.
l'impact environnemental ou sociétal et non pas le rendement financier. Donc, ce qui est quand même pour une banque très, très différent, mais on est très à l'aise avec ça. On a un deuxième volet qui est d'offrir des conditions plus intéressantes à nos clients pour leur permettre, par exemple, d'investir dans les mobilités douces, soutenir les étudiants avec un prêt à 0%, soutenir les associations en leur offrant la prestation bancaire, etc. Et puis le dernier volet, et ce sera à peu près 80 millions d'euros cette année, c'est vraiment du mécénat. Donc là, c'est vraiment soutenir des grandes causes nationales, régionales, mais également locales, puisque nous déclinons ce mécénat à la fois par des actions auprès des Restos du Cœur ou de la Croix-Rouge au niveau national, mais auprès d'associations de proximité également. Donc, je le répète, et c'est exceptionnel, et je ne peux que pousser nos auditrices et nos auditeurs d'aller voir ceux qui sont employés, d'aller voir leur patron, de leur parler de ce dividende sociétal. Toujours dans cette optique de société à mission, il y a 15 engagements qui ont été donnés à ce moment-là, tu les connais tous. Je vais en prendre un ou deux pour justement que tu nous expliques, et même chose qu'on puisse partager, parce que les gens, par le loi Pacte, par le société à mission, ne se rendent pas forcément toujours compte du détail, en fait, et le fait que tu n'as pas uniquement ça parce que tu dis tu veux l'être, mais parce qu'il va falloir quand même délivrer quelque chose par rapport à une promesse. Déjà, donner plus de place aux jeunes et de se rapprocher de la parité dans les conseils d'administration dès 2022. Donc, j'aimerais te parler de parité diversité. Toi, tu fais partie des gens qui sont pour les quotas. Tu penses que tu dois obliger pour arriver à changer la société ? Je ne sais pas si les quotas sont une bonne solution. Pour l'instant, nous n'avons pas de quotas, mais nous sommes arrivés à faire progresser la parité sans cela. Alors, quand je dis qu'on n'a pas du tout de quotas, j'exagère un peu. Par exemple, il a fallu vraiment agir pour que la formation de futurs directeurs de caisses de crédit mutuel ou d'agences soit paritaire. Donc là, comme on a une école de formation, chaque promotion aujourd'hui doit démarrer à 50-50. On est à peu près 42% de femmes dans les conseils d'administration des caisses. Ce qui est encore insuffisant, mais qui est déjà un beau progrès. Toi, je sais que c'est aussi important, la diversité. Là, on parlait de parité, la diversité sociale, la diversité ethnique. Absolument, la diversité sous tous ses angles. Comment vous le gérez, vous, ça C'est un des points sur lequel je trouve qu'on n'a pas encore assez avancé. Et d'ailleurs, dans les jours après ma nomination comme président, j'ai clairement indiqué qu'il faut que nous progressions encore dans la diversité. Et quand je parle de diversité, c'est vraiment la diversité dans sa propre diversité. Parce que comme tu le dis, c'est les origines, c'est là où j'habite, c'est mon activité, c'est mon âge. Enfin, c'est vraiment prendre en compte l'ensemble des critères de diversité. Donc nous avons créé un institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité qui est dirigé aujourd'hui par Laurent Berger, et j'ai donné comme mission, ancien secrétaire général de la CFDT, oui, et j'ai donné comme mission à cet institut, à Laurent et à son équipe, puisqu'il a une équipe d'une vingtaine de personnes autour de lui aujourd'hui, et notamment des spécialistes sur les questions de société, car c'est un vrai sujet sociétal, de réfléchir pour nous faire des propositions qui, j'en suis convaincu, pourront nous servir à nous, mais qui pourront sans doute également servir à d'autres entreprises. Partager, continuer à partager. Ces sujets, tu le sais, on en a déjà parlé, j'ai monté un projet l'année dernière qui s'appelle Infinite, sur des pré-étudiants pour justement ces meilleurs jeunes, souvent issus de classes populaires qui malheureusement ne sont pas forcément toujours capables financièrement d'atteindre des meilleures écoles. Tout ce qui est cette nouvelle, les CV sans photo, pour toi, tu penses que plus on anonymise les CV, plus on arrive à avoir un vrai jugement sur le talent de ces jeunes, toi qui aujourd'hui c'est important le diplôme pour toi quand tu fais passer encore des entretiens ou peu? Aujourd'hui, il n'y a plus d'embauche sans entretien. Au contraire, je dirais même que l'entretien... Ah, pour moi? Ouais, toi, t'en fais passer des entretiens de temps en temps?
De temps en temps, tu vas... Moi, je conseille ça, tu sais, conseil à mes amis. Quand j'embauche Laurent Berger, oui, effectivement, j'ai plusieurs entretiens avec lui mais c'est pas les mêmes. Avant. Mais je conseille souvent mes potes qui sont mes amis qui sont grands pratons, dire, t'entends, retourne... Non, je fais pas. Par contre, j'échange beaucoup avec les équipes. Ouais. Non, aujourd'hui, l'entretien est bien plus important que le CV et que tout le reste. C'est dans l'entretien qu'il s'agit de comprendre le mieux la motivation, la volonté. Évidemment, un CV, c'est important parce que avoir de l'expérience, ça s'explique aussi par un CV, et l'expérience est souvent importante lorsqu'on embauche. Mais bon, après, est-ce qu'il faut des CV uniquement anonymes et tout ça ? Bon, faut faire attention à ces mesures. Ce qui est important, c'est qu'on ait une vraie formation des personnes qui font du recrutement, et c'est surtout ça qui est important, et que les principes que nous édictons soient pleinement respectés. Et nous faisons, pour ce qui nous concerne, des tests réguliers pour vérifier si des CV n'ont pas été rejetés pour des raisons qui ne seraient pas de bonnes raisons. Pour préparer cette émission, j'ai eu la chance de discuter et de partager avec des anciens salariés, des amis, et c'est vrai qu'on sent chez eux, quand ils parlent de toi, c'est un attachement profond, viscéral à ce grand groupe. Et je te propose une nouvelle pause amicale. Tu vas sourire certainement en écoutant Marie-Reine. Coucou Daniel, j'aurais aimé savoir si aujourd'hui, avec le poste que tu occupes, tu étais toujours le premier au bureau à vélo. La réponse est oui. Alors, Marie-Reine, ça a été ton assistante pendant... On a quasiment démarré ensemble en 1979. C'est incroyable. Bon, elle est déjà partie à la retraite. Elle a sans doute fait un très bon choix parce que je crois qu'elle passe beaucoup de bon temps dans cette nouvelle vie. Effectivement, j'ai toujours été matinal. Je continue à l'être. Par contre, faut pas trop m'en demander le soir après 20h. Voilà, mais elle était très touchée quand tu allais à son pot de départ, évidemment. C'était des moments assez uniques partagés avec Marie-Anne. Quel beau prénom d'ailleurs, Marie-Anne. Pour clôturer notre échange, je te propose une toute dernière pause amicale. Tu vas évidemment reconnaître le son de sa voix. Quelqu'un qui était champion du monde. Champion du monde de cyclisme. Qui ça peut être ? Oh, Luc Leblanc. Allez, on écoute Luc Leblanc. Bonjour Daniel, c'est Lucho Leblanc, j'espère que tu vas bien. Alors déjà, je suis très heureux et très honoré d'avoir été invité par Alexandre Mars dans son podcast Pause pour te poser une question. Mais avant de te la poser, je voulais te remercier pour ta gentillesse, ta bienveillance et ton humilité. Et te dire aussi, ma plus grande fierté, c'est d'avoir été aussi champion du monde sous ta présidence en 94, et d'avoir nommé aussi cette année-là 2 belles personnes que j'apprécie énormément, Bernard Thévenet et Patrick Cluzot. Voilà. Et pour moi, ça restera un énorme souvenir. Je tenais à te le dire. Voilà. Alors, ma question, ou alors je vais répondre à ta place. Je te verrai bien quand tu seras à la retraite, même peut-être avant, hein, c'est toi qui le décideras, d'être le président du CIO. Voilà. Alors, c'est une question peut-être qui est délicate, mais je tenais à te la poser. Voilà, et j'attends avec impatience ta réponse. Est-ce que tu voudrais devenir plus tard président du Comité international olympique ? Voilà, mon cher Daniel. À très très bientôt. Merci beaucoup, Luc. Si j'avais 20 ans de moins, oui, sans doute que c'est quelque chose qui pourrait beaucoup me plaire, mais bon, c'est un beau poste. Faut que je sois réaliste. Aujourd'hui, il y en a un à qui je le souhaite. Et quelqu'un de qui on a parlé tout à l'heure. Voilà, lui je souhaite vraiment d'y arriver. Donc on parle de David Lapartien, peut-être qu'il va, on verra. On verra, peut-être. Mais ouais, ça pourrait être une... Je serais très heureux s'il le devenait. Merci Luc, encore une fois, immense champion, Luc Leblanc, qui a été champion du monde sous ta présidence. En 1994 à Agrigente. Je m'en souviens très bien, c'était des moments extraordinaires, comme je le disais tout à l'heure. Être dirigeant bénévole, on donne, mais parfois on reçoit tellement, et ce jour-là, j'ai beaucoup reçu. Merci.
Daniel Ball. Merci Alexandre pour ce moment. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.